cas de violence domestique, d'injures, de menaces, de disputes qui finalement n'étaient pas des infractions, mais aussi de lésions corporelles, de prise d'otages et de féminicide, d'homicide ou de féminicide sur plusieurs cas, des cas parfois très compliqués, jusque ce cas à Neuchâtel qui avait défrayé la chronique avec un homme qui avait découpé sa femme en 69 morceaux, avait rangé les morceaux dans des sacs de congélation, puis dans le congélateur pendant l'absence des enfants, des prises d'otages avec les menaces de tuer les enfants pour faire souffrir sa conjointe. Voilà, donc le spectre des violences domestiques, c'est quelque chose que je connais bien, sur lequel j'ai enquêté de nombreuses fois, puis j'ai entendu des centaines de victimes, d'auteurs, de témoins et de personnes impliquées dans ces cas pour chercher les faits, pour comprendre les racines de ces cas de violence domestique. Et puis, j'ai aussi assisté aux améliorations légales et aux améliorations des dispositifs de lutte contre les violences domestiques. On est parvenu à dénoncer des violences domestiques sans avoir de plainte. On est parvenu à pouvoir éloigner les auteurs de violences domestiques du domicile parental. On a formé nos enquêteurs de façon à ce qu'ils puissent entendre les victimes et les auteurs d'une manière plus professionnelle, voilà, donc toutes ces évolutions, je les ai suivies, puis finalement, le nombre de cas ne baisse pas. C'était évidemment assez frustrant. Ça permet de se poser la question de savoir est-ce qu'il y a une cause commune. S'il y a une cause commune, qu'est-ce qu'on peut faire contre pour ne pas faire que de l'intervention sur les cas, mais d'essayer d'éviter qu'ils se produisent, comme dans tous les domaines de la sécurité publique. Ensuite, j'ai quitté la police. J'ai été actif dans le domaine de l'égalité entre les hommes et les femmes en Amérique latine, un petit peu en Afrique et puis en Europe dans diverses associations. Puis aujourd'hui, je suis à mon compte dans ce domaine et puis je sers de consultant entre la sécurité publique et la question de genre ou la question plus large des droits humains. J'ai plusieurs missions dans plusieurs associations. Et puis, je suis aussi papa et je vois grandir mes 3 enfants à Neuchâtel dans l'éducation publique, formelle et informelle de 2020 en Suisse et à Neuchâtel. Puis ça permet aussi de se questionner sur qu'est-ce qu'on fait encore ou qu'est-ce qu'on fait pas encore dans le domaine de l'égalité et qu'est-ce que ça peut provoquer par la suite. Je suis donc aux premières loges de cette construction sociale que mes enfants vivent avec leurs amis dans notre société helvétique d'aujourd'hui. Et ça m'intéresse de voir, et c'est ça qui m'amène devant vous aujourd'hui, qu'est-ce que nous, les hommes, les garçons, les pères, on peut faire pour limiter les violences domestiques, les réduire ou les supprimer. Ça passera évidemment par un gros effort en direction de l'égalité que nous devons faire nous-mêmes par rapport à ce qui nous concerne, sans donner des conseils aux autres, mais plutôt en se demandant qu'est-ce qu'on peut ou qu'est-ce qu'on doit faire pour résoudre les violences de genre en général, les violences domestiques en particulier. Donc je vais partir, si vous voulez bien, de ces crimes que j'ai cités, un peu choquants tout à l'heure, sur lesquels j'ai eu l'occasion de travailler, pour aller voir comment ces violences domestiques sont générées, qu'est-ce qu'elles ont en commun, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter qu'elles se produisent. Et puis, vous l'avez compris avec le titre de la conférence, je propose l'hypothèse qu'en éduquant les garçons différemment, on peut réduire drastiquement les violences domestiques. Voilà, j'espère que la qualité de la transmission est acceptable. J'ai prévu une grosse vingtaine de minutes d'intervention comme ça. Donc, si les conditions sont acceptables pour tout le monde, je continue. Alors, on va partir de la Suisse. On va partir des chiffres de la Suisse, et puis on peut se dire déjà qu'on peut extrapoler. C'est-à-dire que les pays d'Europe occidentale connaissent des chiffres semblables en matière de violence de genre, en matière de violence domestique. Les chiffres qui sont vrais pour la Suisse sont aussi vrais pour la France, l'Allemagne, l'Italie, puis tous les pays qui nous entourent, avec quelques variations. Mais de toute façon, ce qui est important, et ce qu'on va voir, c'est que ce phénomène est si important que peu importe à quel point il est tout à fait précisément chiffré, c'est quelque chose contre quoi on doit lutter. Alors on parle ce soir de violence domestique. C'est un des domaines de la violence de genre, parce que 80% des victimes de la violence domestique sont des femmes, 80% des auteurs des violences domestiques sont des hommes, c'est donc bien un secteur de la violence de genre. Une condition à pas oublier avant de citer 2-3 chiffres, c'est qu'on considère que 10% des violences domestiques sont annoncées aux autorités. Seulement 10%. Donc quand on arrive à un chiffre du nombre de violences domestiques commises vraisemblables, ceux qui arrivent à la police ou dans les centres de consultation, c'est environ 10% de ceux qui sont réellement annoncés. Dans les violences domestiques, on considère même que c'est probablement un peu moins que 10%, parce que les victimes de violences domestiques vivent avec leurs agresseurs, qui réduit encore les possibilités pour elles de dénoncer les violences qu'elles subissent. Bien, ce cadre étant posé, violences domestiques en Suisse, 20 000 infractions par an.
annoncées à la police. Si on les multiplie par 10, ben on arrive à 200 000. C'est une quantité d'infractions gigantesque. C'est donc un phénomène délictuel et criminel très important. On se rend compte aussi que ça représente 40% de toutes les interventions de police sur l'année. 40% se déroulent dans l'univers domestique. Donc on est vraiment sur un phénomène global et important. Ces violences dans le cadre du foyer, ces violences domestiques, elles représentent sur une année en Suisse, et c'est le deuxième chiffre qui me semble important et qui va guider la suite de ma présentation, 80 homicides, qu'on appelle aujourd'hui féminicides, 80 tentatives d'homicide ou de féminicide par année en Suisse. 80 tentatives d'homicide dans le cadre des violences domestiques par année en Suisse. 30 d'entre elles réussissent. Donc, la victime décède des suites de ces violences domestiques. Alors, ça vaut la peine de s'arrêter une seconde juste pour comprendre, puisqu'on parle bien de sécurité publique et pas seulement de l'éducation à l'égalité ce soir. On parle de tentatives d'homicide, 80. Tentatives d'homicide, c'est pas un croche-patte ou une porte dans la figure. C'est pas même attacher sa compagne, la priver de liberté, surveiller son portable, lui interdire de sortir, l'humilier en public, ou même éventuellement la pousser dans les escaliers et lui casser la jambe. Une tentative d'homicide, c'est porter un acte dont le but est de tuer. C'est-à-dire que l'auteur veut tuer la victime. C'est ça une tentative d'homicide. C'est par exemple un couteau dans le ventre et la victime en réchappe. Donc c'est vouloir tuer et rater son coup. 80 par année en Suisse. Ce chiffre est évidemment énorme. Ça signifie pour une mise en perspective qu'on est le 25 novembre. D'ici Noël, il y aura eu 6 tentatives d'homicide en Suisse dans le cadre de violences domestiques et 2 auront réussi. Donc il y aura 2 personnes, 2 femmes vraisemblablement qui auront été abattues, égorgées, étranglées ou brûlées ou battues à mort entre maintenant et Noël en Suisse. Donc on se rend bien compte que c'est un phénomène d'abord qui est très important, qui est très actif et contre lequel on devrait agir absolument tout de suite, parce qu'il ne s'agit pas de quelque chose qui est probable, hypothétique ou vraisemblable. C'est vraiment quelque chose qui se répète et qui est fréquent et grave. La question qu'on peut se poser face à ce chiffre, c'est dans quel autre domaine de la sécurité publique ou de la vie en communauté, face à des chiffres pareils, on proposerait juste ce qu'on fait aujourd'hui pour les violences domestiques. Parce que ce qu'on fait aujourd'hui pour les violences domestiques, en Europe en général, en Suisse en particulier, c'est s'attacher à protéger les victimes et poursuivre les auteurs. C'est super. Protéger les victimes, poursuivre les auteurs, c'est super. Il manque un énorme chapitre, c'est essayer d'éviter que ça arrive. C'est-à-dire, il manque la prévention. Tâcher de réduire le nombre de cas de violences domestiques. Et là, alors, la moindre des choses qu'on peut dire, c'est qu'on n'est pas très bon. Alors, pour protéger les victimes, ça, on crée des centres, des foyers, des numéros verts, la possibilité de consulter des psychologues, on éloigne les auteurs, on fait des procédures de plainte simplifiées, on forme des enquêteurs, on fait des flyers, des brochures, des cours de self-défense. Mais pour quel autre phénomène criminel on se dirait, bon, on protège les victimes, c'est des cas individuels, ils n'ont pas grand-chose en commun, il n'y a a priori rien à faire pour les prévenir. Aucun. C'est comme si on avait... Pour prendre une analogie, c'est comme si on avait dans un virage de nos routes de campagne, dans le canton du Jura ou dans le canton de Neuchâtel où je me trouve moi, 20 accidents graves de la route qui se seraient produits dans ce virage l'année dernière. C'est beaucoup, c'est étonnant, c'est surreprésenté par rapport aux autres accidents de la route. Et qu'on se disait, pour résoudre ce problème, on se disait, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir un numéro vert pour les victimes pour qu'elles puissent expliquer ce qu'elles ont vécu. On va rapprocher les ambulances de ce virage-là pour que quand il y a un nouvel accident, les ambulanciers puissent intervenir plus rapidement. On va peut-être même faire en sorte que les victimes qui ont vécu un traumatisme puissent en parler ensemble dans un groupe de parole. Mais alors, par contre, pour changer ce virage, revoir son dessin, mettre des glissières, des gendarmes couchés, réduire la vitesse, augmenter la luminosité, ça non, parce qu'on considérerait que c'est des cas individuels. C'est ça ce qu'on fait en Occident en général, en Suisse en particulier, dans la prévention des violences domestiques. C'est une caricature, mais elle n'est pas beaucoup exagérée. L'analogie tient réellement la route. On fait beaucoup de travail pour protéger les victimes, un peu de sensibilisation, beaucoup de poursuites pénales, mais très peu de prévention. Pourtant, il y a du boulot, et c'est là qu'on va aller dans la suite de la présentation. Bien, les violences de genre, on l'a dit, c'est pas que les violences domestiques, c'est l'ensemble des violences dont les femmes sont victimes ou dont les humains sont victimes à cause de leur sexe. Oui, oui. Ah, c'est pas sur les écouteurs. Je sais pas si c'est les écouteurs, mais c'est aussi en dehors.
La non, violence je domestique, je l'ai- on en connaît l'ampleur, c'est ce qu'on vient d'expliquer. On en connaît les auteurs, les victimes. On pourrait aussi démontrer qu'on poursuit les auteurs avec un arsenal légal assez abouti, et puis qui se renforce. Mais on pourrait aussi démontrer qu'il y a encore du travail, parce que comme vous l'avez vu dans les actualités dernièrement, le Parlement suisse va être saisi d'un projet de loi au printemps prochain. Aujourd'hui, le viol en Suisse, qui est une violence de genre, une violence sexuelle dont les femmes sont victimes, il a une définition légale qui est complètement absurde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une femme qui refuse d'être pénétrée et qui ne se défend pas n'est pas victime de viol. Ou une femme qui refuse d'être pénétrée, qui se défend et qui est pénétrée par une main ou par un objet plutôt que par un pénis n'est pas victime de viol. Donc on voit qu'on est dans un système pénal qui est encore très archaïque, où il y a beaucoup de boulot aussi dans le domaine de la poursuite pénale, sans parler des autres infractions du même genre qui, elles aussi, doivent être qualifiées du meurtre passionnel, qui est une notion qui n'a plus aucun sens aujourd'hui, qui n'en a jamais eu, mais dont on sait aujourd'hui qu'il faut réellement la réviser. Bien. Ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on n'a pas abordé maintenant, c'est les causes de la violence domestique. Est-ce qu'il y a des causes? Si elles sont communes, s'il y a une cause commune, pourquoi est-ce qu'on ne l'attaque pas? C'est ça la suite des questions qu'on doit se poser. Eh bien, il y a beaucoup d'associations qui s'investissent là-dedans. Meneur.ch, l'association SEM à Neuchâtel, la campagne Human Care, plein d'associations à travers la Suisse, l'Europe, à travers le monde, s'engagent pour lutter contre cette cause commune des violences de genre et des violences domestiques. C'est l'UNICEF qui les résume très bien. Je pense que la formule est la meilleure. Elle vient d'une agence onusienne. Elle est difficile à contredire. Donc, l'UNICEF dit que les causes de la violence domestique, c'est les rapports de force historiquement inégaux entre hommes et femmes. Point. Les rapports de force historiquement inégaux entre hommes et femmes sont les causes des violences domestiques. On le sait, depuis le fond des âges, les femmes sont victimes de la domination masculine, dans la Grèce antique, dans la Rome antique, dans toutes les religions monothéistes qui sont à la base des cultures aujourd'hui actives dans l'humanité. Il y a une hiérarchie entre le rôle féminin et le rôle masculin. C'est cette inégalité systémique qui est la cause des violences de genre, qui est elle aussi systémique. Alors, il n'y a pas besoin d'être idéaliste pour dire ça. C'est une réalité qui est démontrée, qui est scientifique, qui est l'objet d'un tas de littérature, qui est l'objet d'accords internationaux. Et attention, on arrive à l'accord international le plus génial dans ce domaine, c'est la Convention d'Istanbul, signée en 2011 par le gouvernement suisse, c'est-à-dire par vous et moi, par nos représentants au gouvernement à Berne, qui ont signé une convention avec la Commission européenne, la Convention d'Istanbul sur les violences domestiques et les violences faites aux femmes, qui dit quelque chose de très très clair. La Convention d'Istanbul dit que les signataires, donc vous et moi, reconnaissent que la violence à l'égard des femmes est due au rapport de force historiquement inégaux entre les femmes et les hommes, ayant conduit à la domination et à la discrimination des femmes par les hommes, privant ainsi les femmes de leur pleine émancipation. Fin de l'article. C'est très clair. La Suisse a signé cette convention. La convention non seulement annonce, décrit ce qu'on reconnaît comme étant à l'origine des violences domestiques et des violences de genre, elle dit aussi comment il faut lutter contre. Alors il faut protéger les victimes, il faut poursuivre les auteurs, il faut éliminer la violence, mais surtout, et c'est l'objet du chapitre 3, il faut prévenir l'occurrence de ces violences, supprimer ces accidents dans ce virage dont on a vu qu'il était trop dangereux. Et pour ça, c'est parfaitement décrit dans la Convention. L'article 14, sans vous faire des lectures trop pénibles, l'article 14, qui s'appelle l'éducation, dit que les parties qui signent la Convention, donc vous et moi, prennent les actions nécessaires pour inclure dans les programmes d'études officielles, à tous les niveaux d'enseignement, du matériel d'enseignement sur des sujets comme l'égalité entre les femmes et les hommes, les rôles non stéréotypés des genres, le respect mutuel, la résolution non violente des conflits dans les relations interpersonnelles, la violence à l'égard des femmes fondée sur le genre, etc. Voilà. Dans mon ancien métier de policier, on aime bien savoir sur quelle base légale, sur quel fondement, soit scientifique, soit normatif, on s'appuie pour travailler et prendre des actions. Et là, c'est clair. C'est une convention internationale signée par la Suisse qui nous engage. Reste à discuter éventuellement, parce qu'on en signe des conventions qu'on n'applique pas, ça arrive, il y a même des lois suisses qu'on n'applique pas. Reste à savoir la question de la priorité de cette action face aux violences de genre. Alors, je pense qu'avec la description de tout à l'heure,
80 tentatives d'homicide, 30 réussies, 200 000 infractions par année. On est sur un niveau de priorité qu'on pourrait juger comme légitime de passer devant, par exemple, l'acquisition de bateaux de combat pour naviguer sur le lac de Sarnen, ou quelques avions de combat, même tant qu'à faire, ou bien la lutte contre la préservation ou pour la préservation des vaches à cornes. On est sur une disposition législative qui devrait être absolument prioritaire pour tous les gouvernements et pour toutes les parties de la collectivité. Bien, on vit donc dans une société inégale où la domination masculine, la nôtre, celle des hommes, cette masculinité hégémonique, comme dit Rewin Connell, génère des violences qui tuent des dizaines de femmes par année, qui donc brisent des vies, brisent des destins, et puis qui en plus s'auto-renforcent, parce que les familles dans lesquelles il y a des violences domestiques, les enfants qui assistent à des violences domestiques systématiques ou ponctuelles dans leur famille sont plus souvent auteurs eux-mêmes ensuite de comportements violents, donc ça s'auto-génère. Eh bien, on arrive à l'éducation. On arrive à l'éducation qui est le titre de cette intervention, puis le sujet de ce soir. Si l'éducation ne démonte pas cette réalité, cette société inégale, si l'éducation ne propose pas un autre modèle, ben on peut se demander si elle ne le renforce pas. Si on sait qu'il existe un modèle inégalitaire qui cause des violences et que l'éducation publique ne travaille pas contre ce modèle inégalitaire en proposant un autre, mais activement, pas simplement en le discutant une fois de temps en temps, en proposant un autre modèle actif, on pourrait considérer assez facilement, sans extrapoler trop loin, que l'éducation publique renforce cette inégalité ou la protège. Il faut bien comprendre ça, je pense que c'est très important. C'est-à-dire que dans la société, généralement, dans les médias, la politique, les entreprises, les dessins animés, à l'école, au sport, au foot, à la danse, au scout, à la religion, avec les curés, toutes les personnes qui sont chargées de nous éduquer, les grands-parents, les oncles, les copains, les parents des copains, on baigne dans cette éducation inégalitaire qui génère des violences, qui génère des morts. C'est ça la succession des étapes qu'on a vues jusqu'à présent. Et c'est très important de se dire que l'école devrait lutter activement contre ça, comme elle a lutté par le passé contre le racisme, par exemple. Si elle ne le fait pas et qu'elle accepte globalement, sans trop remettre en cause trop souvent, eh bien, elle se rend effectivement complice, on comprend. C'est la suite de la culture. Mais c'est le moment de changer. Je pense que c'est le moment de changer et qu'on sera facilement tous d'accord. Or, dans notre école, aujourd'hui, dans l'école publique, ça c'est pour l'éducation formelle, dans les structures d'accueil parascolaire, dans les clubs de foot, dans les associations, il n'y a pas de remise en cause systématique, permanente, de ce qu'on appelle la socialisation genrée, c'est-à-dire les rôles différents attribués aux garçons, aux filles, aux hommes et aux femmes, et la hiérarchisation de ces deux rôles. Donc on éduque encore, dans tous ces domaines, nos garçons, nos jeunes hommes, et puis même nos hommes ensuite, à la compétition, au genre et aux rôles distincts. On les éduque même, c'est assez flagrant pour ceux d'entre vous qui, comme moi, ont des enfants qui sont au début de leur carrière scolaire, on les éduque, nos garçons notamment, au mépris de ce qui est désigné comme étant féminin. On les éduque donc à l'androcentrisme. On les éduque aussi, ou on les laisse s'éduquer, à l'homophobie, à l'hétérocentrisme. On éduque nos garçons, on encourage, voire on galvanise, ou au minimum on laisse aller, une propension au développement des comportements agressifs, compétitifs. On les prépare à une certaine lutte, au combat. Il n'y a d'ailleurs pas de mystère si derrière, quand on entre dans la vie professionnelle, si c'est à ça qu'on a été éduqué, ben on va briguer des places où on est davantage payé, on va tenter d'être plus performant parce qu'on aura pris l'habitude d'entrer dans une compétition. Et puis dans cette éducation publique, ben on continue à préparer nos filles à respecter l'ordre, à faire respecter l'ordre, à entrer dans des professions ou dans des rôles de soins pour encadrer, pour aider, assister ceux qui sont en difficulté. D'ailleurs, on voit bien dans les classes, dans les études qui se déroulent dans les classes scolaires, dans toutes les classes occidentales, que dans les classes où les groupes de garçons vers 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans sont agités, ont même des comportements qui font dysfonctionner la classe, beaucoup d'enseignantes et d'enseignants utiliser les filles en disant « Ah ben les garçons, on va vous répartir chacun à côté d'une fille, comme ça, les filles vont tempérer l'agressivité ou disons la perturbation générée par les garçons. » Ce qui est une injonction de plus, c'est-à-dire les garçons, au lieu de leur dire de ne plus être agités, on considère que c'est parce qu'ils sont des garçons, il n'y a rien à y faire. Et puis les filles,
on les utilise plutôt qu'elles puissent exprimer tout leur potentiel et leur agressivité aussi à elles, ou leurs autres envies que d'être simplement sages et de faire respecter l'ordre. Eh bien, on va les utiliser pour faire régner l'ordre dans la classe. On les apprend donc à faire respecter les normes. Bien, il y a des exceptions dans cette explication, celles que je donne depuis tout à l'heure, celles qui vont venir encore, il y a des exceptions. Il y a des individus qui adoptent des comportements distincts, qui parviennent à s'en sortir. Il y a des femmes qui parviennent à des positions de pouvoir, à faire carrière. Il y a des enfants qui ne subissent pas de violence. Mais quand on décrit un système, on doit accepter l'idée qu'il y ait des individus qui sont mieux sortis, et c'est plutôt au système qu'on va essayer de s'attacher. C'est ce que j'essaye de faire ici. Alors on fait plein de programmes pour faire avec les jeunes filles ce qu'on appelle de l'empowerment. Arriver à autonomiser, émanciper les filles, leur apprendre à faire avec la réalité d'aujourd'hui, et puis à se protéger, à se développer, à acquérir leur potentiel. Mais comment ça se fait qu'on n'a pas de programme pour apprendre aux garçons à questionner ce qu'ils sont en train de découvrir comme culture? Comment ça se fait qu'on n'a pas de programme pour les empêcher de galvaniser ce qui va les faire devenir compétitifs et puis finalement potentiellement violents contre les filles, mais aussi contre les autres garçons dans la compétition, particulièrement les garçons qui ne correspondront pas aux injonctions masculines habituelles de la masculinité hégémonique, et puis violents contre eux-mêmes lorsqu'ils ne parviennent pas à être performants dans ce qu'on leur a vendu comme l'idéal masculin. On n'amène pas les enfants une seconde à identifier ce qui se cache derrière la moquerie du rose, ou des poupées, ou de la poésie, ou du plaisir de la conversation, de l'école, ou de l'entre-gens, de la tendresse. On n'éduque pas nos garçons à l'empathie. On n'éduque pas nos garçons à l'entre-gens. Et pire, et vous voyez où on veut en venir, on n'éduque pas nos garçons au consentement. C'est pas anodin. La démarche que je souhaite proposer à travers cette intervention, c'est une démarche active, de modification de ce qu'on propose à nos enfants. C'est pas quelques interventions et puis mettre une couleur différente sur l'éducation. C'est une démarche active puisqu'on parle de 80 tentatives de meurtre, de 200 000 crimes et délits par an en Suisse cette année. Donc je pense qu'il est temps de dire quelque chose d'assez simple, d'assez court, en 2 mots. Ça suffit. Ça suffit. Il faut changer ça et c'est pas compliqué. Si on arrive, c'est ce qu'on a réussi cette année, à confiner les écoles d'un jour à l'autre. Si on est arrivé à imposer la ceinture dans les voitures d'un jour à l'autre, si on est arrivé à interdire la fumée dans les restaurants sans aucun problème d'un jour à l'autre, on n'arrive pas à questionner notre enseignement patriarcal pour le rendre égalitaire. Bien sûr que c'est possible. Non seulement c'est possible, mais en plus ça fait l'objet de littérature. On sait comment il faut faire. C'est seulement une question de volonté. Alors je pense que c'est à nous. Quand je dis nous, c'est nous. Les hommes, les pères, les personnes qui sont détenteurs d'un pouvoir formateur sur les enfants. Et même les personnes qui sont détenteurs du pouvoir, parce qu'il s'agit souvent tout de même des mêmes. Eh bien, c'est à nous, maintenant, de prendre notre rôle, d'assumer l'éducation de nos enfants et de montrer un autre modèle de masculinité, un autre modèle de vie en société en tant qu'homme. Ça doit être une éducation active, parce que le message sexiste, il est actif, il est partout, sur nos murs, dans la culture, dans nos familles, dans nos conversations. Et puis, il ne s'agit pas, alors attention, il ne s'agit pas d'être aussi peu sexiste que possible. Ça n'a pas de sens, parce que être sexiste, c'est mal. C'est comme être raciste. Donc on n'essaye pas d'avoir un système éducatif aussi peu sexiste que possible. On doit essayer d'avoir un système éducatif non sexiste. Alors pour ça, il faut neutraliser l'enseignement. Neutraliser au sens du genre, entre les garçons et les filles. Il faut neutraliser le langage, neutraliser les symboles, neutraliser les narratifs. C'est possible et c'est hyper intéressant. Si on arrive à intégrer dans le vocabulaire français cette année, d'un jour à l'autre, des mots comme confinement, déconfinement, présentiel, on est capable de changer notre langage. Et on est parfaitement capable aussi d'envisager de temps en temps le féminin générique ou le féminin de proximité dans les phrases
On est capable, quand on discute avec des enfants en disant « Ah, il y a un camion qui manœuvre là-bas au loin », d'imaginer que c'est une chauffeuse de camion qui est en train de parquer son camion, même si on ne sait pas, simplement pour envisager une fois de temps en temps que c'est pas forcément un chauffeur qui est au volant d'un camion. Ces changements-là, changer le narratif, neutraliser le langage, on est parfaitement capable. Mais il n'y a aucun moment dans l'éducation où les garçons sont amenés à découvrir, par exemple, le harcèlement ou la violence de genre. C'est quand même sidérant. À aucun moment dans l'éducation, on va mettre en scène les garçons dans des jeux de rôle, par exemple, où ils affronteraient, dans une situation, un garçon plus grand et plus fort qu'eux, qui les interrompt, qui leur dit de sourire, qui fait des commentaires sur leur corps, sur leur habillement, qui leur demande leur petit nom, qui les touche un peu, qui touche un peu leur corps sans qu'ils soient d'accord. Mettre en scène ça pour savoir de quoi on parle. À aucun moment, on met même les garçons en scène dans une position de fille. Ne serait-ce que se déguiser en fille pour avoir le comportement féminin de la société dans laquelle on vit. Ce serait quand même pas très compliqué à envisager. Le fait de se mettre dans la peau d'une fille pendant quelques minutes, une fois de temps en temps, durant l'année scolaire, pour simplement comprendre ce qui arrive dans la société genrée telle qu'elle est aujourd'hui. Évidemment, il faudrait faire l'inverse. On voit bien, donc on a une tendance à faire de la prévention en s'adressant aux victimes, mais moi, comme papa, je refuse qu'on s'adresse à mes filles dans 5 ans pour leur apprendre où est-ce qu'il ne faut pas marcher le soir, la taille des jupes qu'il faut mettre, il ne faut pas mettre des hauts talons, puis pas parler trop fort pour ne pas être victime de violence. Je veux qu'on s'adresse, mon garçon, et je veux qu'on s'adresse à lui comme auteur de violence potentielle. Puis alors ça c'est horrible, hein. Ça c'est horrible quand on parle de ça en société. Mais c'est bien de ça dont on parle, comme à moi. Je veux qu'on s'adresse à moi, quelque part dans mon parcours de vie, comme un auteur de violence potentielle. Quand on est membre d'un groupe où une personne sur 3 de notre genre va commettre des violences sexistes, c'est juste qu'on reçoive de la prévention. C'est exactement comme l'analogie de la circulation routière. Quand on apprend à conduire, on doit faire un cours de sensibilisation à la sécurité routière. Mais les gens qui n'ont pas l'intention de devenir des chauffards meurtriers doivent le suivre aussi, hein. On ne va pas chercher seulement ceux qui sont des auteurs potentiels réels. Donc ça doit être pareil. Dans la prévention des violences de genre, la prévention du sexisme, on devrait s'adresser à tous les garçons, en considérant qu'ils font partie d'un public qui mérite d'avoir une éducation sur ce sujet-là, sans pour autant les diaboliser individuellement. On arrive à faire ça très bien avec le Covid, en prévenant, faisant de la prévention pour les personnes qui sont particulièrement à risque. Eh bien, c'est le cas. C'est le cas pour les garçons en matière de violence de genre. Alors, il nous faut un plan. Il nous faut un plan pour l'école de l'égalité. On instruit, on éduque à l'égalité, on réduit les violences de genre. Le lien est clair, il est institutionnel, on l'a signé. Il nous faut donc un plan pour l'école de l'égalité. Alors ça, en Suisse, s'il y a quelque chose qu'on sait faire, c'est les plans. Faire un plan, on sait faire ça. C'est ce qu'on a fait avec le Covid. Excellent exemple, 2020, c'est l'année du plan. Pour lutter contre le Covid, il n'y a pas un remède. Il y a un plan global avec toute une série de mesures qui, entre elles, permettent de réduire la courbe. On augmente le nombre de lits, on met des masques, on réduit la distance sociale, on se lave les mains, on sectorise les secteurs de l'économie, on ferme une partie, on confine durant un moment. Ça, c'est un plan pour lutter contre le Covid. Alors, il nous faut un plan pour l'école de l'égalité. Alors on pourrait dire dans ce plan, par exemple, qu'on intègre, dès le premier jour à l'école, la déconstruction des stéréotypes de genre. On pourrait même dire qu'on intègre la déconstruction des stéréotypes de genre. Les stéréotypes de genre, c'est affubler un rôle au féminin et au masculin, et puis une hiérarchie entre eux. On déconstruit les stéréotypes de genre dans la formation des enseignants, mais de manière permanente, pas avec un petit cours de 3-4 heures en deuxième année. De manière permanente, on déconstruit les stéréotypes de genre. On change nos manuels scolaires pour qu'ils ne reproduisent pas les stéréotypes de genre. J'ai encore eu la semaine dernière, ici, à Neuchâtel, en 2020, un mot croisé avec des professions qui sont genrées de manière masculine pour celles qui sont stéréotypées pour les hommes et de manière féminine pour celles qui sont stéréotypées pour les femmes, dans les listes de vocabulaire, en 2020. Alors on doit questionner ça. On continue avec le plan. On modifie le matériel scolaire, on modifie l'organisation des infrastructures, les salles de gym, les cours d'école. On forme le personnel des structures d'accueil à la déconstruction, des crèches, les entraîneurs de sport.
Mais pas une déconstruction passive, genre il y a un petit souci avec le patriarcat, faut faire gaffe à mettre les filles dans les équipes des garçons. Non, non, une déconstruction active. On crée les conditions de l'égalité à l'école, au jour le jour. Alors attention, ce plan va rencontrer plusieurs obstacles. Un principal, le plus gros obstacle, nous. Nous, les hommes, nous, les personnes qui ne se sentent pas concernées ou qui trouvent que le problème n'est pas urgent. Il se trouve qu'on a nommé à la tête des écoles, des services de l'enseignement obligatoire, des clubs de foot, des églises, de toutes les institutions formatrices, des gens qui ont réussi dans le monde actuel, celui qu'on propose, celui qui est stéréotypé. Donc qui ont été nommés parce qu'ils sont capables de défendre ce monde-là. Ça va être un obstacle énorme quand on va proposer de déconstruire une partie de ce qu'ils ont réussi à franchir ou ce qu'elles ont réussi à franchir pour parvenir à accéder à une position de pouvoir qui est la position dans laquelle on peut changer le monde ou en tout cas changer cette éducation. Alors en arrivant près de ces personnes-là, dont je fais partie, la bouche en cœur en disant on va faire un enseignement non genré, des vestiaires de gym mixtes, on va supprimer la compétition basée sur la vitesse et la force dans la carrière scolaire. Ce qu'on va nous répondre, c'est oula, attendez, il faut des études là pour être sûr que c'est bien ça. Et c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé à Neuchâtel l'année dernière, il y a 2 ans. On transmettait un programme d'éducation à l'égalité au service de l'enseignement obligatoire, sensibilisation à l'égalité. On avait un programme pour les niveaux 4, 8, 11 et puis le lycée. Pas grand-chose, quelques cours de déconstruction des stéréotypes de genre. Puis comme on le donnait que dans certains cercles scolaires, on s'est dit il faut le généraliser à l'entier du canton. Oula, attendez, il faut d'abord qu'on voit si ça c'est bien validé par des tas d'experts, puis quand les experts seront prononcés, voir s'il n'y a pas d'autres experts qui contredisent les premiers. Et puis comme on n'a pas d'experts en ce moment, vous repasserez l'année prochaine avec votre programme de cours. Il faut le faire, il faut faire l'école de l'égalité. Il n'y a pas de différence pertinente entre les garçons et les filles, autre que culturelle. Il faut apprendre ça à nos enfants. Et le féminin, et le masculin, et les mélanges, c'est formidable. Les vêtements, les jeux, la musique, les couleurs, les jouets, les sports qui sont attribués aux filles sont formidables. Pour tout le monde. Ils ne sont pas inférieurs, ils ne sont pas drôles, ils ne sont pas ridicules. Il faut parler de ses émotions. Il faut avoir peur, il faut être triste, il faut pleurer, il faut avoir besoin d'aide. C'est des parties de la vie qui sont importantes et on doit les apprendre, pas les planquer. Et on doit les apprendre à nos enfants de manière active. Et puis il y a plein d'autres sujets que l'humour pour les conversations. Il y a plein d'autres sujets pour l'humour et pour les conversations que le sexisme. On a réussi à se débarrasser à peu près du racisme dans les gags au quotidien. On sera tous d'accord pour trouver à peu près scandaleux des gags ouvertement racistes. Il faut faire la même chose avec le sexisme. Le sexisme, c'est pas compliqué, on trouvera d'autres sujets. Et puis une petite anecdote alors pour la Suisse, particulièrement pour la Suisse, pour les garçons qui suivent ce continuum d'éducation qui leur donne la mission d'avoir du pouvoir, d'avoir du contrôle, d'exercer ce mythe de la virilité qui passe par l'autorité. Pour ceux qui auraient raté ça, on a un camp spécialisé de rattrapage formidable dans lequel il y a beaucoup à faire et qui s'appelle l'école de recrue. À 20 ans, c'est un passage obligé. On va vous apprendre la masculinité hégémonique si jamais vous avez raté les cours d'avant. Et puis on va vous apprendre ça au forceps durant 4 mois. Et là, il y a quelque chose à faire. Une fois qu'on aura fini de parler de l'école obligatoire, on pourra parler de l'école de recrue comme un formidable outil pour intégrer l'égalité si on réformait la façon dont on éduque les jeunes hommes dans cet outil de formation. Bien, revenons au plan. Le plan pour l'école de l'égalité. Il existe. Il existe, puis il consiste à tout revoir. Alors je vais passer rapidement sur ce qu'on donne actuellement aux enfants, aux filles et aux garçons dans l'école publique en Suisse, qu'il faut inverser. Dans le plan, à l'école, on arrête de permettre aux garçons de prendre la parole spontanément. C'est ça qu'on fait dans les écoles. Les enfants doivent lever la main, les filles lèvent la main, attendent leur tour, les garçons prennent la parole spontanément, les enseignants, les enseignantes les laissent prendre la parole de manière spontanée. Ils apprennent la compétition. Ils apprennent à l'école que les mathématiques, c'est pour les garçons, que le français, c'est pour les filles. Ils apprennent à couper la parole aux filles et on les laisse faire. Les filles sont utilisées pour calmer les garçons turbulents.
Les filles sont utilisées pour protéger l'ordre établi. Ça les prépare à des fonctions d'entretien, des fonctions subalternes. Toutes les pratiques sont sexuées, le sport, l'activité à la récréation, les travaux manuels, la couture, le rangement, la littérature, la décoration, la gestion de l'espace intérieur. Tout est sexué dans l'école publique parce qu'on n'a pas fait cet aggiornamento dont on a besoin. Parce qu'on a quitté le moment où on faisait de l'économie familiale exclusivement pour les filles, de la couture exclusivement pour les filles. On a quitté ce moment-là, mais on n'est pas du tout allé assez loin dans arriver à une éducation qui ne confie pas des rôles distincts et qui ne fait pas une hiérarchie entre ces deux rôles. On ne discute pas de l'assignation identitaire à un genre. En français, par exemple, dans les cours de français, on voit très bien, les études le démontrent, les filles sont encouragées à soigner le formel, la propreté, la bonne réussite d'un exercice. Les garçons sont encouragés à obtenir des meilleures notes s'ils sont créatifs, inventifs, font preuve d'initiative, et soigner le formel est moins important. C'est des différences qui sont très bien étudiées, qui sont l'objet de littérature. Ce serait très simple de revoir le cursus des enseignants pour intégrer ces notions-là. On utilise des œuvres, des travaux, des bouquins d'histoire, des pièces de théâtre, des livres, des romans, des contes qui sont sexistes sans les remettre en cause. L'informatique est sexuée, la division du travail au sein de la classe est sexuée lorsqu'il y a des activités de groupe. Dans les activités sportives, dans les jeux, on galvanise la performance masculine. Quand on a des jeux de handball, les garçons attaquent toujours, les filles défendent toujours, n'ont pas le ballon, elles sont inutiles. Les garçons sont encouragés à être créatifs. Et puis on ne va pas tenter de modifier ça pour encourager le changement des comportements qui se renforcent au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des mois. Il y a des doubles standards pour les évaluations. C'est très bien démontré. Un garçon ou une fille n'obtiennent pas les mêmes notes pour un même résultat de contrôle si l'enseignant sait que c'est une copie d'un garçon ou une copie d'une fille. Bref, ce genre de différences dans l'éducation, elles sont très nombreuses. On accepte que les filles jouent aux jeux masculins, on n'accepte pas du tout, on est très inconfortable avec des garçons qui joueraient aux jeux féminins ou qui auraient les atours féminins, les enseignants y compris, qui ne discutent pas ça, qui devraient le discuter activement, pas seulement accepter, mais le discuter activement. On accepte dans les écoles l'obsession l'obsession du corps féminin, la discussion de l'apparence corporelle féminine. On accepte que les garçons transgressent les règles, apportent de l'alcool au camp de ski, ce qu'on ne tolérerait pas d'une fille. On accepte même la culture du viol dans l'école publique helvétique. On est d'accord avec l'idée que les filles ne doivent pas être trop provocantes lorsqu'elles sortent. Et puis veiller à leur attitude pour ne pas être victimes de violence. C'est sidérant en 2020 avec la littérature qu'on a sur la culture du viol que les unités qui forment les enseignants ou le personnel encadrant, ou les parents, ou enfin bref, que dans la société, on ne parvienne pas à discuter que ce n'est pas une solution, que si on veut lutter contre le viol et contre les violences sexuelles, il faut s'intéresser aux auteurs potentiels, pas aux victimes. Bien, on finit le plan. Il faut aussi, outre discuter tout ça, il faut un discours très explicite, débarrassé du sexisme. Il faut un discours très explicite de la part des garçons, de la part des pères, des hommes, sur ce que signifie être un homme. Avec ça, dans une génération, si on adopte un plan actif, c'est simple, c'est de la bureaucratie, on change le plan d'enseignement, c'est facile. On en a vu d'autres, on a fait des choses beaucoup plus difficiles que ça. Dans une génération, quand tout le monde aura traversé cette école de l'égalité, on sera débarrassé de la violence de genre. On aura atteint l'égalité dans d'autres domaines. Dans tous les autres domaines des inégalités. L'inégalité salariale, la discrimination à l'embauche, à la promotion, la discrimination dans les positions de pouvoir. Tout ce sexisme, on en sera débarrassé parce que tout le monde aura franchi cette école de l'égalité. Les nouveaux décideurs, les nouvelles réalisatrices de dessins animés, de films, les nouvelles productrices de magazines, les nouvelles dirigeantes de clubs sportifs auront toutes franchi, elles auront toutes franchi cette école de l'égalité et c'est les personnes qui guideront notre collectivité dans une génération si on parvient à réaliser ça. Quand tous ces enfants seront devenus adultes, tout changera. Et ça dépend, je crois, et c'est avec ça que j'aimerais conclure cette présentation, ce monologue, c'est de nous, vous et nous, les femmes, les hommes, mais désormais beaucoup de nous, les hommes, que ça dépend. Ça dépend de nous maintenant, ça dépend de nous enfin, c'est l'heure. Je vous remercie pour votre attention.
Merci, Monsieur Jacquet. Donc, je vous propose maintenant d'ouvrir la discussion, le temps des questions. Donc, durant votre exposé, il y a eu quelques questions qui sont apparues sur le chat. Donc, je rappelle que c'est sur la droite de votre écran. Si vous souhaitez vous aussi poser une question, vous cliquez sur la petite icône chat et vous pouvez écrire donc directement votre question à Grégory Jacquet. La première, c'était vraiment par rapport aux chiffres, le chiffre que vous avez énoncé en début de conférence. Est-ce que ces chiffres sont uniquement liés aux plaintes portées, demande Lucie, en ce qui concerne donc les infractions, Monsieur Jacquet? Que vous répondriez? Oui et non. Alors, d'abord, attention avec la manipulation des chiffres, parce que, à mon sens, quelle qu'en soit l'extraction qu'on en fait, c'est très grave. C'est la première chose à comprendre. C'est-à-dire que si on commence à discuter les chiffres en disant oui, mais là, ce n'est que les infractions, là, ce n'est que les plaintes, là, il y a tout de même 15% d'hommes qui sont victimes, c'est la réalité. Quelles que soient les nuances qu'on apporte aux chiffres, ces chiffres restent très graves, parce qu'ils sont très importants simplement par leur simple existence. Maintenant, le chiffre qu'on connaît bien, c'est celui des infractions enregistrées par les autorités. Donc c'est bien, comme vous dites, les plaintes, pas seulement les plaintes, parce qu'on sait que les violences domestiques, on peut aussi les poursuivre sans plainte. Et puis par exemple, les homicides, forcément il n'y a pas de plainte puisque la victime a cessé d'exister. Mais le chiffre, celui qu'on connaît le mieux, c'est 18 974 infractions enregistrées par la police en lien avec les violences domestiques en 2019. Voilà, celui-là, il est stable, 19 000 environ infractions enregistrées par la police, la plupart sur plainte, certaines poursuivies d'office. Et puis, il y a ce que j'ai dit au début, je le répète, on considère qu'un cas de violence sur 10 seulement est annoncé aux autorités. Et puis, si c'est seulement 1 sur 8, c'est très grave quand même. Donc, j'ai pas inventé 1 sur 10. Ça vient d'études scientifiques, notamment réalisées par le professeur Kilias à Zurich. Donc, le chiffre de 1 sur 10, probablement même un peu moins pour ce qui est des violences domestiques où les victimes vivent avec leur agresseur. C'est des chiffres qui sortent d'études scientifiques. Mais j'essaye dans les interventions, notamment dans les débats avec des gens qui sont posés à cette lutte pour l'égalité, ou disons qui voudraient la relativiser, de toujours dire, dans le fond, ces chiffres sont extrêmement graves, même si on tente de les nuancer. On parle aussi sur le chat, il y a eu diverses questions vraiment liées à cette éducation, cette école de l'égalité qui doit être mise en place, qui engendre justement différentes choses. Peut-être, est-ce qu'il y a déjà quelque chose, première question, qui existe à présent pour l'école de l'égalité? Est-ce qu'il y a des programmes qui existent dans l'école actuelle? Oui, oui, ça existe déjà. Disons, pour partir du général au particulier, la formation des enseignants, aujourd'hui en Suisse romande notamment, intègre une dimension de cours sur le genre, sur la lutte contre les stéréotypes de genre et sur l'égalité. Nous prétendons simplement, je prétends en tout cas, que ce n'est pas suffisant parce que il faudrait que l'entier de la formation soit déconstruite. Quand on enseigne l'histoire, la géographie, le français, les maths, la musique, on parle toujours d'égalité et dans la façon de gérer une classe, il faudrait qu'on parle d'égalité et pas avoir un cours spécifiquement dédié sans, par ailleurs, intégrer cette dimension comme absolument transversale. Ça, c'est pour la formation des enseignants. Ensuite, il existe, disons, 2 outils que j'aimerais citer encore. C'est des associations qui font un travail de cours, formation ponctuelle des élèves à travers leur parcours scolaire pour déconstruire les stéréotypes, parler d'égalité, parler de lutte contre les violences sexistes. C'est le cas de l'association SEM à Neuchâtel, avec laquelle j'ai eu l'occasion de travailler, et qui intervient, il y a d'autres associations qui font un travail qui ressemble aussi dans d'autres secteurs de la formation, même plus tard, pour les jeunes adultes notamment, qui font ce travail de donner des cours, mais ponctuels. Donc là non plus, on n'est pas dans une remise en cause transversale de tout ce qu'on fait à l'école. Parce que c'est ça qu'il faudrait viser. Il faudrait que lorsque les enfants entrent en classe et qu'ils ont un comportement stéréotypé avec des garçons qui se martyrisent entre eux ou martyrisent les filles, ce soit les enseignants interviennent tout de suite et qu'il y ait dès le matin et dès le premier jour d'école une vraie école de l'égalité. Et puis, il y a encore le 3e exemple, ça c'est un outil qui révèle un peu ce que j'ai expliqué sur le fait qu'on n'a pas considéré que c'était une priorité, et puis on sait pourquoi.
parce qu'au pouvoir se trouvent ceux qui sont pour l'instant servis par ce privilège. Ça démontre qu'on n'est pas actif sur ce sujet. Eh bien, les départements romans de l'instruction publique ont créé un matériel dingue. C'est 3 gros classeurs, comme ça épais, voilà, je vais me mettre en comme ça épais, de fiches pour les écoles. Vous savez, les enfants, quand ils sont à l'école, ils font une fiche de maths, une fiche d'histoire, une fiche de géographie. C'est une page A4 qu'ils déchirent d'un classeur avec un exercice sur le thème qu'ils sont en train d'étudier. C'est ce qu'on appelle des fiches. Ils installent ça dans leur classeur. Eh bien, les départements de l'instruction publique romans ont créé 3 gros classeurs de fiches pour les 3 niveaux de 4-15 ans, de fiches sur toutes les matières, histoire, maths, géo, allemand, anglais, que sais-je, de fiches sans stéréotypes, où les héros des fiches, les jeux, les exercices, les thèmes qui sont abordés sont non seulement non genrés, mais même permettent de voir un autre modèle avec des filles dans des rôles stéréotypés masculins et inversement. Ce matériel, il résoudra pas tout. Ce matériel, il est super. Il est disponible, il est sanctionné par les départements, donc il devrait être dans toutes les tables d'école, chez tous les enseignants, il devrait être utilisé à la place ou en complément des autres fiches. Pour l'instant, ces manuels prennent la poussière. Ils sont quelques-uns installés dans quelques bureaux de l'égalité qui cherchent vaguement à en faire de la promotion dans l'indifférence générale. Je ne connais pas l'exemple de tous les cantons. Si ça se trouve, ça existe dans certains cantons. Mais dans ceux que je connais, eh bien, ces manuels, ils prennent la poussière. C'est ça qui démontre qu'on est quand même assez loin par rapport à ce que j'ai essayé de vous dire sur l'urgence que je crois ressentir sur ce thème. On est assez loin d'une prise de conscience. Donc c'est vrai que concernant l'éducation, il y a différentes questions qui se posent aussi. Michaela, par exemple, nous demande on voit que le rôle de l'école est très important justement sur la formation des enseignants. Elle a un peu l'impression qu'il y a moins de formation continue pour les enseignants qui sont déjà en place. Elle demande si elle se trompe. Elle dit aussi qu'elle connaît ses fiches, que ses fils n'en ont d'ailleurs jamais eu, pas une seule, écrit-elle. Très bien. Alors moi non plus, mes filles n'en ont jamais eu, sauf durant le confinement, quand on a fait l'école à la maison, parce que du coup, j'ai remplacé les fiches qu'on recevait de l'école par les fiches de l'école de l'égalité. Et puis lorsqu'on va donner quand on fait des interventions dans les écoles, ou lorsque j'ai l'opportunité de parler avec des enseignants, mais il y en a beaucoup qui n'en ont juste jamais entendu parler, ou bien qui n'ont pas fait l'effort de le commander, alors que devrait leur être livré. Enfin, je veux dire, c'est comme si pour le Covid, on avait décidé de ne pas faire le test parce qu'on a mieux à faire. Enfin, je veux dire, c'est un acte régalien que l'État devrait imposer. J'ai oublié la première partie de la question de Michaela. Vous avez dit... C'était par rapport à la formation continue. Oui. Bon, alors, je suis spécialiste, moi, de la sécurité publique et des droits humains, pas de l'instruction publique. Je suis connaisseur de l'instruction publique parce que j'ai des clients actuels dans ma famille. Donc, j'ai l'impression que puisqu'il n'existe pas de remise en question globale de l'égalité dans la formation de base des enseignants, comme ça qu'on aurait appelé ça à la police où je travaillais avant, il n'y a pas de raison que ce soit très fort dans la formation continue. Ça m'étonnerait que ce soit très intégré dans la formation continue. Mais si on disait, c'est désormais notre priorité absolue, que l'éducation publique des enfants soit égalitaire pour éviter des morts, alors on doit travailler sur tout. On doit travailler sur l'infrastructure, sur le matériel scolaire, sur la formation de base des enseignants et évidemment sur la formation continue. Donc voilà, j'ai pas une réponse absolument précise sur la formation continue. Est-ce qu'il existe des cours? Puis souvent ces cours, peut-être juste pour préciser, dans d'autres domaines de l'action publique, pas seulement l'enseignement, souvent ces cours sont sur base volontaire. Et puis on se rend compte évidemment qu'une partie du public qui assiste à ces formations continues sont déjà un peu convaincus qu'il y a quelque chose à faire. Alors qu'évidemment, ça aurait beaucoup plus d'impact si on parvenait à s'adresser en les y contraignant, parce qu'on a le droit de les y contraindre, ou simplement en permettant aux enseignants, qui sont de super bonne volonté, de découvrir qu'eux-mêmes, en reproduisant simplement le modèle, ont des activités qui génèrent un problème et puis qui seraient sans doute tout à fait clients de le changer. C'est ce qu'on fait quand on réforme la façon dont les policiers travaillent, dont les pompiers travaillent, dont les médecins travaillent. On peut aussi réformer la façon dont les enseignants travaillent et en général, ils sont plutôt clients de se découvrir plus au service d'une société égalitaire. Et peut-être les membres de l'association interjurassienne Grève des femmes pourront nous dire peut-être en fin de conférence si des séances obligatoires pour des directions d'école, pour des écoles en général ou même des enseignants pourraient être
peut-être avec vous, Monsieur Jacquet, qui sait, mais pour faire davantage de prévention et d'animation dans ce cas-là. Peut-être maintenant une autre question qui vient de Véronique. Avez-vous connaissance de l'évolution de l'application de la Convention d'Istanbul en Suisse maintenant? Oui. L'application d'une convention internationale signée par la Suisse, c'est un peu le ruissellement, comme quand on remplit le verre de champagne au sommet de la pyramide de verre de champagne. Donc on est actuellement sur les cantons qui doivent modifier les lois qui sont concernées pour respecter la Convention. C'est-à-dire que dans le canton du Jura ou dans le canton de Neuchâtel, on a le législatif, donc le Grand Conseil, qui doit prendre la Convention avec les recommandations de la Confédération, du Conseil fédéral, et puis changer toutes ces lois dans lesquelles il y a quelque chose à changer. La loi sur l'enseignement, la loi sur les droits politiques, la loi sur les différentes lois qui sont touchées. Et on est là-dedans. Donc en fait, on est actuellement, puisqu'on a mis en application cette loi en 2018, on est actuellement dans la création des normes légales dans les cantons. Peut-être que, sans franchir mon rôle de consultant pour rentrer dans le militantisme, mais on peut dire qu'un des risques dans cette étape-là, c'est de faire un toilettage des lois minimales pour satisfaire à la Convention qui, en gros, nous implique des nouvelles contraintes dans notre façon de travailler, plutôt que de s'en servir comme une vraie prise de conscience pour se dire qu'il y a un changement important et transversal à réaliser. Donc là, en l'occurrence, sur la partie éducation que j'ai abordée aujourd'hui, qui n'est qu'une partie de la Convention, qui est une partie importante, l'exposé que je vous fais sur la réalité du déploiement d'une éducation à l'égalité qui n'est pas vraiment aboutie, on peut dire qu'il y a encore vraiment beaucoup de travail. Donc le risque que cette convention, on la considère comme raisonnablement appliquée après quelques changements législatifs dans chacun des cantons, quelques interventions tout de même, un renforcement d'un bureau de l'égalité à gauche à droite, et qu'on considère que c'est bon, ça suffit. Ce risque-là, je suis obligé de dire qu'il existe. Je ne peux pas par contre accuser ou dire que c'est ce qui va arriver, parce que c'est pas encore fait, mais c'est clair que c'est un risque qui existe. On signe une convention en disant que c'est prioritaire, mais ça pourrait cesser de l'être si on n'est pas vigilant. En vous entendant, c'est sûr qu'on a tous et toutes envie de changement, on se rend compte de l'urgence. Et d'ailleurs, on a une question qui vient de tomber. Comment agir en tant que maman, mais certainement papa aussi, pour que les choses puissent changer dès demain? Quels seraient vos conseils? Ça c'est une bonne question, alors. Peut-être, j'essaye. C'est difficile de répondre à cette question à tôt. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on peut faire comme parents, c'est déconstruire systématiquement dès tout de suite. C'est-à-dire entrer en conversation avec les enfants sur chaque sujet où il y a une question d'égalité. Dans le vocabulaire, dans le comportement à la maison, dans ce qu'ils rapportent des histoires de cours de récré ou de l'école, dans ce qu'on voit à la télévision, dans ce qu'on voit dans les actualités, dans toutes les conversations, intégrer la question de l'égalité avec nos enfants. Je dirais qu'il y a quelque chose... Ça, c'est pour la partie peut-être un peu contraignante. On peut aussi essayer, ce serait peut-être mon deuxième conseil, de trouver ça fun, amusant, enthousiasmant, épanouissant même. Et de se dire, mais finalement, ce serait assez marrant d'utiliser de temps en temps le féminin générique quand on parle de quelque chose. D'utiliser un terme féminin pour désigner, dans une histoire ou dans un échange, un rôle traditionnellement masculin ou l'inverse. Ce serait assez marrant de confier à mes filles une tâche qu'a priori je ferais soit tout seul ou bien qui serait masculine et inversement. Si c'est marrant, il me semble qu'on fait de l'avance, mais on ne change pas le monde, surtout si l'éducation hors de la maison. Mais c'est assez marrant de se faire d'être papa et de porter une jupe, de se faire peindre les ongles, maquiller, d'emmener mes filles avec moi changer les pneus d'hiver ou bien d'aller dans un magasin de cosmétiques ou donc de renverser les rôles un peu systématiquement. Ça peut devenir assez amusant. Puis ça indique juste à nos enfants, je pense, que notre modèle
une autre façon de vivre que celle dont on croit que c'est la seule existe. Peut-être par rapport à la situation qu'on vit actuellement avec le Covid, davantage de temps passé justement en famille, à la maison. On avait entendu après la première vague, ce printemps, qu'il n'y avait pas eu d'augmentation significative des cas suite au semi-confinement, au premier semi-confinement. Est-ce que vous en savez davantage avec vos liens dans la police pour cette deuxième vague, 6 mois après, on en est où? Et est-ce que ça cache quelque chose peut-être pour plus tard, ou est-ce que non, vous pensez que ça n'a pas trop de lien et que la situation ne va pas se péjorer encore? Bien, merci. Je profite pour rajouter un petit truc auquel j'ai pensé sur la question précédente, sur ce qu'on pourrait faire à la maison. Peut-être un petit conseil, enfin disons, quelque chose qui moi m'a été utile, c'est des lectures un peu éblouissantes sur la question de l'égalité, ou comment dire, où on progresse d'un coup sec avec un seul bouquin. Et puis s'il fallait en citer un ou deux, je mettrais assez haut dans le palmarès le bouquin de Mona Chollet qui s'appelle sur les sorcières, j'ai oublié le titre, mais de Mona Chollet, avec 2 L, E-T à la fin, sur les sorcières. Celui-là est vraiment très bien écrit, suffisamment documenté pour qu'il soit passionnant pour envisager une réforme, pas trop documenté pour qu'il soit ennuyeux à lire. Peut-être, voilà, lire un bouquin comme celui-là. Sur votre autre question, est-ce que la situation de crise sanitaire et de crise économique péjore ou augmente les cas de violence domestique? On ne sait pas. On ne sait pas parce que on peut bien se douter que le fait que les couples soient plus souvent ensemble renforce les états de crise. Mais on peut aussi faire l'hypothèse que les couples qui sont plus souvent ensemble en profitent pour se raccommoder. On peut faire l'hypothèse que la situation économique des familles se dégradant, les situations de crise augmentent. Mais on peut aussi faire l'hypothèse qu'en se passant un peu de la consommation, de la vie dans la société au rythme effréné dans lequel on vivait avant la situation de confinement, calme un peu les choses dans certaines des familles. Donc, moi en tout cas je ne sais pas, peut-être que des sociologues, mais je ne crois pas que ce ne soit très documenté. Et puis sur la question de y a-t-il plus de meurtres, plus de violences, Alors, là je pense que c'est une hypothèse, à ma connaissance, on ne devrait pas faire. Disons à ma connaissance. Selon moi, on ne devrait pas faire. Parce que lorsqu'on étudie les violences domestiques, on parle de beaucoup de paramètres. Combien de plaintes, combien de cas réels, quelle est la gravité, qui sont les auteurs, qui sont les victimes, où est-ce que ça s'est déroulé, pour arriver à élaborer des statistiques qui soient complètes et dont on puisse sortir une histoire qui tienne la route et qui soit scientifiquement démontrée. Avec le confinement, on a changé tellement de ces variables. Avec moins de travail, on doit rester à la maison, les écoles sont fermées, les magasins sont fermés, la police n'a plus le temps de recevoir vos plaintes, ou en tout cas elle vous signifie que si c'est pas trop urgent, elle a mieux à faire. L'hôpital ne peut pas vous recevoir parce qu'il a mieux à faire. On a changé tellement de ces variables qu'aujourd'hui, étudier les statistiques des violences domestiques durant, disons, cette dernière année depuis le mois de février, ça me semble vraiment très hasardeux. Il faudrait vraiment être un statisticien très très chevronné pour arriver à sortir une statistique pertinente pour comparer novembre 19, qui était une situation socio-économique donnée, et novembre 20, où on a changé tellement de ces critères, et puis arriver à faire une comparaison qui tient la route, je pense que c'est difficile à faire. Je crois pas qu'il y ait d'explosion des cas de violence domestique annoncés à la police, mais franchement, je crois que ça dit rien de la réalité. Ni que ça s'aggrave, ni que ça s'aggrave pas. Pour revenir juste à vos outils et vos propositions de lecture, peut-être à faire avec des enfants pour changer le plus vite possible ces stéréotypes. On nous propose donc Mona Chollet, Beauté fatale, les nouveaux visages d'une aliénation féminine. Est-ce que c'est ça le livre dont vous parlez, Monsieur Jacquet? Non, je le connais. Il est sûrement formidable, c'est pas celui dont je parle. Donc, okay. Un livre avec une couverture rouge. Après, il y a aussi, alors si on veut continuer, mais bon, il y a des blogs qui font ça mieux que moi. Mais donc le livre de Mona Chollet, il doit s'appeler Sorcière. Enfin, en tout cas, il est sur les sorcières, mais je ne sais pas si c'est le titre exact. Il y a aussi celui qui s'appelle Le mythe de la virilité, qui concerne plus mon domaine, c'est-à-dire comment se construisent nos garçons pour les parents de garçons. Qu'est-ce que c'est que ce mythe de la virilité? C'est aussi assez bien écrit. Disons pour mon niveau académique, c'est quelque chose qui est très très abordable.
King Kong Theory de Virginie Despentes est aussi une lecture assez passionnante, en plus un peu rock'n'roll, enfin voilà, en plus un peu divertissante au-delà de. Et puis je trouve qu'on sort de ces bouquins un peu transformés en se disant mais dans le fond je comprends mieux ce qui est en train de nous arriver, quoi. Ok, donc il y a plusieurs personnes qui donnent le titre du livre. On remercie aussi sur le chat. Bon, j'ai des devoirs alors. Ouais, vous regarderez ça. Certainement, on nous propose la puissance invaincue des femmes, Sorcière, la puissance invaincue des femmes. C'est ça. Ok, alors voilà, on a la confirmation que c'est ça. On nous conseille aussi un autre ouvrage qui s'appelle Le mythe de la virilité, effectivement. C'est ça. Je lis en direct les messages qui arrivent. J'ai 2 fils et chez nous, le féminisme est fort présent à la maison. Je trouve quand même que les pères, les copains, jouent un rôle très important et globalement, elle reste très marquée par le sexisme dans beaucoup de familles. Donc effectivement, très important de provoquer un changement de paradigme global. Comment donc intervenir avec des ados qui sont très conformistes? Ben alors ça c'est le cœur de ma thèse, c'est-à-dire c'est le cœur de ce qui m'amène devant vous aujourd'hui. C'est-à-dire que on a beau faire d'abord on n'est jamais parfait, spécialement pas les hommes, puisqu'on vient d'une culture, on a grandi dans une culture dans laquelle on avait un rôle de domination et de privilège, et même en les discutant, on finit par les reproduire et on commet des erreurs. D'abord, on n'est jamais parfait, puis ensuite, quand on essaye de faire plein d'efforts avec nos gosses, dès qu'ils passent la porte de la maison, ils se retrouvent dans un monde, comme vous dites, conformiste, pour utiliser un euphémisme, mais sexiste, macho, patriarcal, et puis voire même criminogène, dans le fond. Eh bien, alors, comment interagir avec les ados? Eh ben, j'en sais rien, on n'y arrive pas, j'y arrive pas non plus, puis c'est bien le problème. Puis dans le fond, la raison pour laquelle je suis devant vous ce soir, puis de la raison pour laquelle il y a un mouvement, une association interjurassienne pour la grève féministe, pour laquelle il y avait des centaines de milliers de personnes dans les rues le 14 juin, c'est bien parce qu'il faut changer ça en profondeur dans le système. Et puis dans le fond, les ados ou les garçons ou les parents, les mamans, les papas qui reproduisent ça, eh ben il faut changer l'entier du système éducatif. C'est pour ça que j'ai proposé cette intervention ce soir et puis cette méthode, parce que les enfants, les copains de mes enfants qui reproduisent ce schéma, les miens reproduisent ça aussi. Ils le font pas de mauvaise volonté, ils sont pas sortis le matin de la maison en disant je vais aller taper des filles ou taper mes camarades, ou je cherche à faire régner un sexisme universel. Personne ne fait ça. Tout le monde croit être raisonnablement de bonne volonté. Pareil pour les enseignants, lorsqu'ils reproduisent des schémas sexistes ou patriarcaux, ils le font pas en sortant de leur douche, en partant en classe, en se disant je vais essayer de renforcer un système injuste et inégalitaire. Donc c'est bien un cursus entier, un curriculum entier qu'il faut installer, et c'est pour ça que le militantisme politique ou institutionnel, pour qu'on revoie globalement la façon dont on éduque nos enfants, nos garçons, parce que c'était le thème de cette conférence, mais nos enfants en général soient révisés. En attendant, bien avec les ados qui reproduisent ce schéma patriarcal, eh ben on s'approche des directions d'école, on s'approche des profs, on essaye de faire intervenir des associations ou des personnes relais dans les classes les plus problématiques. Les enseignants font de leur mieux pour essayer de discuter ça, séparer les élèves. Voilà, on fait de notre mieux, mais c'est souvent bien des sparadraps sur une plaie largement trop grande pour que ça puisse suffire à les cicatriser. Ce qui m'amène peut-être à vous demander pourquoi vous-même, en tant qu'ancien policier, vous vous intéressez à ce sujet-là, aux violences, au sujet de l'égalité. Pourquoi ça vous touche? Mais je pense que c'est une combinaison assez simple de parcours de vie, ce qui nous touche chacun à 45 ou à 50 ans d'une cause dans laquelle on choisit de s'investir. Ça vient de différents facteurs. Alors en ce qui me concerne, c'était ce travail à la police, cette découverte de multiples violences extrêmement graves avec des crimes atroces, en ayant parlé avec les victimes elles-mêmes lorsqu'elles n'étaient pas mortes, ou avec les proches des victimes, découvrir que ces violences de genre génèrent des drames absolus pour des dizaines de personnes, puis ensuite m'interroger dans le cadre d'un travail que j'ai réalisé au Costa Rica dans une ONG. J'ai eu l'occasion de travailler dans une association qui faisait un travail remarquable avec les hommes pour déconstruire ça, en approchant les hommes, en leur disant si vous avez des problèmes de couple, des problèmes de jalousie, des problèmes d'autorité, venez nous trouver. Les hommes viennent parce qu'on ne les a pas stigmatisés comme auteurs de violence, et ensuite entamer des thérapies de groupe avec ces hommes pour déconstruire le stéréotype en disant mais ça vient pas de nulle part, c'est bien une culture, vous avez appris à faire ça et on peut le désapprendre. Cette association faisait un boulot génial, moi j'y ai assisté, j'ai suivi
les ateliers comme client, puis ensuite j'ai participé à l'animation en donnant des ateliers moi-même. C'était une partie de ce travail de coopérant volontaire. Et puis en revenant, j'avais deux filles, et un petit garçon qui entrait dans cette socialisation qui est tellement manifestement genrée que si on a fait le boulot de lire quelques bouquins ou de s'intégrer dans une assoce qui travaille sur ça, si on a fait le boulot puis qu'on est un peu convaincu qu'il y a bien un schéma qu'on propose à nos gosses qui les mène vers un parcours de vie injuste, c'est-à-dire mes filles ont une chance sur 5 d'être violées durant leur vie, une chance sur 2 ou 3 d'être harcelées, et puis elles n'auront pas les mêmes chances dans la vie d'être libres économiquement parce qu'elles auront une injonction à la maternité, aux charges domestiques et une discrimination à l'embauche et à la promotion. Quand on se rend compte que c'est là-dedans qu'on les envoie, c'est là-dedans qu'on a grandi nous-mêmes. Donc, voilà, tout n'est pas catastrophique et scandaleux. Puis il y a des gens qui se sentent dans ce monde à peu près équilibré parce qu'ils ont trouvé leur place. Mais quand on réalise ça, moi, il m'a semblé que c'était légitime qu'à partir du moment où c'est clair, je regarde qu'est-ce que j'avais dans mes compétences pour essayer de travailler sur ça. Et puis, j'ai commencé comme tous les féministes. Non, c'est pas vrai, c'est peut-être pas le cas de tous, mais comme beaucoup de féministes hommes. C'est-à-dire à fréquenter les blogs, les sites internet, les forums, les associations, les conférences sur le féminisme, parce que ça m'intéressait, ça me paraissait une bonne lutte, et puis à m'intégrer dans les discussions sur l'émancipation des femmes, sur les mouvements féministes organisés par des femmes pour leur libération de l'oppression. Et puis je me suis fait renvoyer à mes études en me disant tu fais partie de ceux qui doivent questionner leur propre comportement plutôt que venir nous expliquer comment on serait bien inspiré de se libérer. Puis j'ai trouvé que ce conseil était pertinent, puis c'est sur ça que je me suis engagé en disant alors on commence par quoi? Justement, est-ce que la police jurassienne, par exemple, est assez formée maintenant pour prendre en charge les victimes? On pose cette question sur le chat, et puis on a Lucie qui partage avec nous son expérience, qui dit que la police, malheureusement, c'est pas toujours comment réagir. Alors, elle est peut-être pas tombée sur les bons quand elle en avait besoin. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a un manque justement de formation, de savoir comment, quand on est policier, on prend en charge les victimes? Oui, alors les policiers sont formés beaucoup sur la question des violences domestiques. Entre 1995 et 2010, je prends une période un peu large, c'est peut-être un peu plus restreint, on est passé de rien du tout à un thème essentiel du brevet fédéral de policier. Donc, c'est-à-dire c'est une matière principale, comme si vous vous rappelez à l'école, il y avait 2 ou 3 branches principales, puis quelques-unes qui étaient secondaires. Les violences domestiques, c'est une branche principale du brevet policier. Les policiers, durant leur formation, sont très entraînés à la question de la prise en charge des victimes et des auteurs de violences domestiques, sur les démarches légales, sur le travail durant l'intervention, et puis sur le comportement à adopter. Mais il faut se figurer que pour les policiers, c'est des situations qui sont très difficiles à envisager parce qu'on est très souvent, tout le temps presque, dans des récits contradictoires sur des scènes auxquelles on n'a pas assisté puis pour lesquelles il n'y a pas de preuves. C'est la situation la plus difficile à affronter pour des policiers. Il n'y a pas de preuves puisque la scène de violence est vraisemblablement terminée. Alors, il y a parfois des preuves, mais quand il n'y en a pas, la scène de violence est terminée, les récits sont contradictoires. Et puis, les policiers, même s'ils ont été très très bien formés, c'est des anciens élèves des classes qu'on a décrites ce soir. C'est-à-dire, c'est des gens, garçons et filles, enfin policières et policiers, qui avant de devenir policiers ont traversé cette éducation formelle et informelle. Je rappelle, l'éducation formelle, c'est l'école. L'éducation informelle, c'est tout ce qu'il y a autour de l'école, les parents, la famille, mais aussi le foot, le sport, la musique, etc. Les médias. Eh bien, ceux qui sont devenus policiers, ils ont traversé tout ça avant aussi. Donc, durant l'année d'école, ces cours sont donnés par des gens très formés, par des psychologues, par des spécialistes en éthique, par des spécialistes des violences domestiques. C'est du beau travail au niveau de la formation. Mais c'est le fruit du travail d'une société entière qui est marquée par une culture patriarcale qu'on n'a pas tellement remise en question jusqu'à présent. Donc, ils sont certainement pas toujours adéquats, ils sont très formés, c'est largement les plus formés de la chaîne judiciaire, parce que lorsque les policiers sont en difficulté, il faut imaginer que derrière, lorsque ce sera des juges, des procureurs ou des avocats qui devront traiter ces cas, eux n'ont pas du tout été formés à la question de la prise en charge des violences domestiques. Une dernière question peut-être avant de conclure. On parle aujourd'hui d'inscrire la notion de consentement dans le code pénal concernant les affaires de viol. On en parle beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que ça va aider? Est-ce que ça va faire du bien dans la prise en charge justement des gens qui arrivent à la police?
ça va drastiquement changer les choses. On le sait parce que la Suède a utilisé ce modèle-là et observe une réduction très importante, pas une annulation, une réduction très importante, puis une réduction très importante, c'est des dizaines, des centaines ou des milliers de familles qui ne vivent pas un drame, hein, parce qu'un viol, c'est un drame pour la victime, pour ceux qui l'entourent, durable et possiblement pour toujours. Donc il y a une réduction drastique, importante du nombre de viols en Suède qui a choisi d'introduire la notion du consentement dans le viol, dans la définition légale du viol. C'est hyper important de comprendre ça parce que quand on parle de ça en société, essayez autour d'une table un jour, même avec des juristes, des procureurs, des avocats ou avec vos amis, quand on parle de ça, on se rend compte très bien de ce qui nous sépare d'une bonne compréhension de l'égalité entre les hommes et les femmes qui seraient égaux. Parce que quand on parle de la définition du viol et de l'intégration du consentement, ça veut dire, on dirait qu'il n'est autorisé d'avoir des relations sexuelles avec une femme que si on est certain qu'elle est d'accord. C'est pas compliqué. Comment on peut être opposé à ça? C'est pas possible d'être opposé à ça. Eh bien, vous trouvez plein de gens parfaitement sensés qui ont l'air et qui sont probablement parfaitement équilibrés et justes, qui disent ouais mais ça veut dire que je dois lui faire signer une déclaration. Comment je fais pour savoir si elle est vraiment d'accord? Cette question-là, elle est passionnante. Vraiment, cette question-là, elle est passionnante. Si des gens, et j'en ai été, hein, moi j'ai pensé comme ça, vraiment. Si on se dit je n'arrive pas à savoir moi-même, sans lui faire signer une déclaration, si elle est d'accord ou pas, on a quand même un super grave problème. C'est-à-dire que dans une relation sexuelle, dans une relation entre deux corps, si on n'arrive pas à savoir si le partenaire est d'accord, c'est qu'on a appris tout de travers en matière d'éducation sexuelle. C'est quand même assez simple de savoir si le partenaire est d'accord ou non. Il y a des moyens en matière de langage corporel, de son et puis de réalité physiologique de savoir si on est d'accord. Puis si vraiment, ça c'est ce que j'essaie d'expliquer aux ados avec lesquels on parle, si vous avez un doute sur le fait que votre partenaire, homme ou femme, est d'accord ou non, c'est probablement qu'il ne l'est pas. Et si on part de ça, on fait de l'avance. Et puis si vous avez l'impression, si vous n'êtes pas sûr, eh ben demandez-lui. Et si la réponse n'est pas claire, c'est que c'est non. Et on applique ça. Et il y a dans les yeux des garçons, quand on parle de ça, assez souvent, des filles aussi, presque une méfiance en disant mais ça va devenir si compliqué que ça. Et si on disait oui? Et si on disait oui? Et si on disait oui, ça va devenir si compliqué que ça? Tu n'as des relations sexuelles qu'avec quelqu'un qui a réellement dit qu'il était d'accord. C'est pas catastrophique, hein? C'est pas affreux à envisager. Et en fait, puis je termine cette réponse, cette notion d'intégrer le consentement dans la norme légale du viol, en matière de poursuite pénale, ça change pas tout. Ça change pas tout parce qu'en Suisse, comme dans tout le droit européen, l'État doit prouver la responsabilité de l'auteur. Donc si on n'arrive pas à prouver que l'homme a violé la femme, pour prendre un cas classique, eh ben il n'est pas condamné. C'est ça qu'on va déterminer. On ne va pas le condamner d'office et puis aller voir si éventuellement il ne l'a pas fait. Donc ça ne change pas énormément. En revanche, ça sert, c'est normatif pour la société. C'est ça que disent nos amis suédois. C'est normatif pour la société. C'est la société entière qui envoie aux enfants, à l'école, aux juristes, à tout le monde, un message complètement différent. C'est-à-dire, si une femme en général, un humain, mais une femme en général, ne dit pas oui, c'est non. Et si on fait l'amour avec quelqu'un qui dit non, c'est un viol. Ça change tout. Ça change vraiment tout. Donc cet aspect normatif, je pense qu'il est totalement radical, parfaitement essentiel. Pas suffisant, mais que c'est complètement essentiel. Et on a Delphine donc qui réagit, hein, si c'est pas clair, c'est que c'est non. Merci pour l'ensemble de cette réponse. L'ensemble de la séquence serait à diffuser largement pour éduquer les gens. Voilà. Je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à ajouter, Monsieur Jacquet. Je crois pas, non. Non, je vous remercie. Alors je vois pas le chat sur ma petite installation dans mon bureau ici à Neuchâtel, donc j'arrive pas à vraiment voir, mais je vous fais confiance. Si vous avez l'impression qu'on est au bout, je me tiens à disposition. Et puis non, ça me fait plaisir d'avoir participé puis d'avoir fait cette intervention.
Merci en tout cas d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous tous qui avez été là ce soir, d'avoir suivi cette conférence en ligne organisée donc par l'association interjurassienne Grève des femmes. Je vais vous laisser peut-être en compagnie de Véronique Allegro qui a brillamment coordonné tout cet événement de ce soir. Véronique, c'est à vous pour le mot peut-être de la fin et je vous souhaite déjà une très bonne soirée. Voilà, alors bonsoir à toutes et à tous. On arrive au terme de cette conférence. Au nom de l'association interjurassienne Grève des femmes, je remercie infiniment Amélie et Tommy pour l'animation de cette soirée. Vraiment bravo. Et puis un grand merci à Monsieur Jacquet pour cette excellente conférence. Vous avez à plusieurs reprises, bien sûr, parlé d'éducation, de plan pour l'école de l'égalité. Je voulais encore partager avec les participants et participantes de cette soirée le travail qui a été fait par notre association, en particulier le groupe de travail éducation-formation. Nous avons ce printemps mis sur pied une intervention dans le cercle scolaire de Rosse-Maison-Châtillon avec l'appui du SEM, Succès, Égalité, Mixité, dont vous avez aussi parlé, M. Jacquet. Et ces interventions intitulées Les stéréotypes, c'est pas automatique, ont été dispensées aux 3-4 Armos et 7 Armos. Sans entrer dans les détails de ce projet pilote, je peux vous dire que notre ministre, Monsieur Martial Courtet, ministre de la Formation et de la Culture, a été sensibilisé et nous avons son accord pour organiser un projet pilote plus large sur tout le canton du Jura, c'est-à-dire sur les 3 districts, et ça va représenter une intervention à peu près sur la moitié du cercle scolaire du Jura. Voilà, c'est déjà un premier pas. Mais effectivement, depuis le 14 juin 2019, nous n'avons de cesse de faire avancer cette question de l'éducation avec notre association. Voilà, j'en aurais également terminé pour ce soir. Je remercie aussi toutes les participantes et les participants. Vous dire encore que, comme je l'ai mis aussi sur le chat, cette émission est enregistrée. Nous allons diffuser un lien sur notre compte Facebook qui permettra de visionner à nouveau cette conférence. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur le chat. Je ne suis pas allée. Je voulais encore profiter de remercier les personnes qui ont aidé à mettre sur pied cette conférence de ce soir, en particulier Véronique Louis et son mari qui ont mis à disposition l'outil qui nous permet de nous voir et d'échanger ce soir. Voilà. Il me reste à souhaiter une bonne soirée à toutes et à tous. Et on espère pouvoir retenter une fois l'aventure pour une nouvelle conférence. Merci à tous et bonne soirée. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Très bonne soirée à tout le monde.